Voici réunis aujourd'hui pour ce webinaire flotte automobile. Faites chuter vos coûts et bondir votre cote de popularité. Donc pour vous présenter deux personnes, Charlotte Valois. Bonjour à tous. Donc Charlotte Valois, consultante senior flotte automobile chez Cristal Décision depuis maintenant bientôt 5 ans. J'ai été amenée à travailler sur une quarantaine de missions, sur tout type de flotte, tout type de secteur, et voilà, donc je travaille avec Mathieu Blaise. Donc Mathieu Blaise, directeur de la practice flotte automobile, donc chez Cristal Décision depuis 2009, après un parcours loueur et constructeur. Donc j'ai rejoint Cristal Décision pour redévelopper une offre créée en 2004 donc monter une équipe de 4 consultants qui traitent des missions exclusivement flotte automobile. Donc moi j'ai traité une centaine de missions pour des parcs de 50 à 5000 véhicules sous tout type de format de financement et de gestion, LOA, LLD, ICA, achat, fleet management, etc. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de flotte automobile. Pourquoi ce thème? Déjà, tout simplement parce que pour beaucoup de nos clients, il s'agit du deuxième ou troisième poste de dépenses après les salaires. Deuxièmement, parce qu'on a constaté que 80% de nos clients ne connaissaient pas ou connaissaient mal leurs dépenses, donc leur TCO, leur coût total de détention, dans son intégralité. Le troisième phénomène, c'est qu'on a un poste carburant et fiscalité qui a été multiplié par 2 en 15 ans. Et enfin, on constate qu'on a un écart entre coût réel et coût théorique, coût budgété et coût constaté, de l'ordre de 30% chez nos clients. On va le voir pourquoi. Et donc, ça fait de cette dépense une dépense éminemment opaque et difficilement prévisible. Donc voilà le choix, voilà l'explication du choix de ce thème. Pour rester dans le contexte, deux idées principales dans ce slide. La première, c'est que en matière de flotte automobile, chaque entité des entreprises ont leur mot à dire. Donc les achats, les ressources humaines, les métiers, la comptabilité, la gestion, parfois aussi le contrôle de gestion. Il y a d'autres services qui sont impactés. Donc ça, c'est vraiment la première idée. Et c'est même important de souligner que chacun doit participer à la gestion du parc. Et la deuxième idée, c'est que le coût total de détention, donc le fameux TCO, se cache dans chacune de ces branches. Il est caché au travers de la fiscalité dans la branche RH, il est caché à travers le carburant dans la branche achat. Voilà, on a vraiment beaucoup de coûts externes et internes qui sont cachés dans l'ensemble de ces branches. Pour remettre un peu d'ordre dans les attentes et les besoins de chacun de ce service, de cette direction, on a deux types d'attentes, des attentes stratégiques qui sont surtout liées à la maîtrise budgétaire, cette dépense encore une fois qui grossit. Le deuxième, c'est la gestion de la sécurité et du confort lié à la mobilité. Donc très clairement, dans la plupart de nos missions, interviennent le CE, le CHSCT et les syndicats dans les choix qui sont faits de car policy, par exemple. Et bien sûr, la gestion du recrutement et de la motivation des collaborateurs. Pour beaucoup d'entreprises, que ce soit d'ailleurs en VU ou en VB, le véhicule fait partie du package salarial et à ce titre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, on a des attentes opérationnelles qui sont très nombreuses, mais qu'on a résumées à 5 principales. La relation avec l'ensemble des fournisseurs. En flotte automobile, vous pouvez être amené à échanger avec un très grand nombre de fournisseurs, entre 10 et 20 selon le type de parc, avec des interactions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, très importantes, avec des marchés très différents. On en reparlera lors de la cartographie. On a une gestion quotidienne du matériel et des personnes qui le conduisent, qui prend une grande part du temps de gestion. Et on a un suivi de la facturation qui est souvent une partie un peu négligée dans la gestion de parc, qui cependant devrait représenter entre 20 et 40% du temps de gestion, puisqu'on a un très grand nombre de factures qui viennent de nos différents fournisseurs et qui mériteraient un audit approfondi selon nous. On a aussi toute la partie fiscalité qui s'est beaucoup développée. La fiscalité aujourd'hui est multiple, TVA, TVS, avantages nature, amortissement non déductible.
elle est sociale ou écologique, et elle demande de plus en plus d'expertise. Donc c'est aussi une demande forte de nos clients. La fiscalité représente aujourd'hui 50% du TCO, hein, si on prend vraiment en compte tout ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Donc c'est un point très important. Et enfin, la construction et la mise à jour de la carte policy. Quand on parle de carte policy, on ne parle pas seulement de catalogue, hein, Charlotte vous en parlera, mais bien de la politique voiture dans son ensemble, dans ses pratiques, dans ses bonnes pratiques, et qui requiert l'attention de chaque direction. Même si ce n'est pas le thème du jour, sur cette partie opérationnelle, on constate que beaucoup de clients se posent la question de l'internalisation, de l'externalisation de cette fonction. C'est une fonction qui a été longtemps peu considérée et qui pourtant a un impact très fort sur le bon fonctionnement de l'entreprise et la maîtrise du budget. Donc ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. Donc pour vous donner le plan de notre webinaire en 3 parties, une partie sur la cartographie, l'importance de la cartographie avant de se lancer dans un plan d'optimisation. L'optimisation elle-même vous donnera quelques exemples de pistes de négociation et d'optimisation pure. Et enfin, la manière de pérenniser toutes ces bonnes pratiques que vous aurez pu mettre en place dans votre parc à long terme. Donc, pour introduire cette partie cartographie, je voudrais vous donner un petit exemple d'un de nos clients chez qui on a travaillé il y a 2 ans, qui s'était lancé dans une optimisation, d'un plan d'optimisation en équipant l'ensemble de son parc en véhicules hybrides, sans passer par la case cartographie. Donc il a vraiment, pour des raisons budgétaires et des raisons d'image, il a décidé d'équiper toute sa flotte de véhicules hybrides. Donc on est arrivé pour auditer l'ensemble du parc, on vous montrera comment, et on a constaté que ces TCO, donc son coût de détention, était supérieur de 20% à une flotte standard pour ce type d'activité qui est la distribution. Pourquoi? Parce que tout simplement, le client n'avait pas réalisé cet audit des besoins, de l'existant, du marché, et s'était lancé directement dans la solution sans prendre en compte l'usage de ses collaborateurs, les lois de roulage, la technologie hybride, les loueurs qui sont capables ou non de se placer de manière durable sur ce segment de véhicules. Donc il y avait vraiment voilà, un plan d'optimisation qui a été du coup contre-productif, puisque la solution a été mise en place avant de faire l'audit de l'existant. Donc pour cela, je vais vous laisser Charlotte vous présenter cette partie cartographie. Parfait, merci. Alors, donc cette partie cartographie, dans la démarche, comme le disait, c'est dommage parce que c'est une phase qui est souvent négligée et c'est une erreur, et on vous conseille vraiment de prendre votre temps pour pouvoir avoir une belle photographie de ce qui se passe chez vous aujourd'hui. Pour cela, on vous conseille d'étudier 3 principaux items. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, le premier qui est l'usage, savoir quels sont les genres de véhicules qui sont aujourd'hui en place dans votre parc. Est-ce que ce sont des véhicules utilitaires, des véhicules particuliers, et quel usage en avez-vous? Donc, est-ce que ce sont des véhicules qui sont utilisés pour transporter du matériel, ou est-ce que ce sont des véhicules attribués à un collaborateur, ou est-ce que ce sont des véhicules qui sont partagés? Voilà, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne votre parc aujourd'hui et quel est l'usage que vous en avez. Le deuxième item, qui est la partie fournisseur. Aujourd'hui, on a à peu près par client entre 10 et 20 fournisseurs différents selon les parcs. On a une multitude de fournisseurs sur le marché. C'est un marché qui varie énormément. Et voilà, il est vraiment important de pouvoir faire une étude de marché sur chaque acteur. Donc, on en reparlera tout à l'heure, pour vraiment identifier les acteurs qui vous correspondent le mieux et qui sont adaptés à vos besoins. Et enfin, le troisième thème, qui est la partie budgétaire, que je vais détailler dans 2 slides par la suite, qui se forme sous 3 grands postes de dépenses. Le premier, qui est la partie financement, savoir quel est le mode de financement que vous avez choisi aujourd'hui. Est-ce que c'est celui qui est le plus approprié en fonction, voilà, de votre typologie et de votre usage. Le deuxième poste, qui est la fiscalité et le carburant. Aujourd'hui, un poste qui explose, et on a une fiscalité qui est de plus en plus sévère. Et enfin, le poste service
qui aujourd'hui est de savoir de quoi avez-vous besoin comme service, comme niveau de service, aujourd'hui, demain, est-ce que vous en avez trop, pas assez? Voilà, donc c'est de se poser toutes ces questions et de pouvoir les recomposer pour faire une belle photo de ce qui se passe chez vous. Pour cela, donc la première étape va être de pouvoir collecter de l'information et surtout de pouvoir échanger via des interviews avec les différents départements dont Mathieu parlait en préambule avec le slide araignée comme on l'appelle. Vous allez baser vos analyses donc de pistes d'optimisation dont on parlera par la suite sur cette information, sur cette collecte d'informations, qu'il est vraiment important qu'elle soit de bonne qualité et qu'elle soit juste. L'objectif étant de pouvoir définir une dépense claire et des usages bien précis. Alors, vous avez dans ce slide, dans le tableau, quelques exemples de documents que nous vous conseillons de collecter. Donc, sur la première partie, les états de parc, bien entendu, les conditions particulières et la facturation. L'idée étant de pouvoir trianguler toutes ces informations, parce qu'aujourd'hui, dans nous-mêmes, nos analyses, on remarque qu'il y a de temps en temps quelques erreurs. Donc, de pouvoir croiser toutes ces informations pour vérifier la justesse des éléments. Le deuxième thème qui est le carburant. Aujourd'hui, on vous conseille de pouvoir récupérer des extractions de carburant auprès soit de votre loueur ou bien directement de votre pétrolier pour voilà, avoir des informations sur le volume et puis bien entendu savoir combien ça vous coûte. Sur l'assurance, la partie prime, bien entendu, prime annuelle sur votre parc, et la sinistralité sur les 3 dernières années, pour savoir quelle est voilà, la fréquence des sinistres, quels sont-ils, pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser cela. Et enfin, donc, les règles de fiscalité, bien entendu, donc avec l'avantage en nature, les amortissements non déductibles, TVS, TVA, etc. Et enfin, le dernier point important, les contrats. Les contrats loueurs et constructeurs, pneumaticiens, et voilà, et j'en passe, pour bien savoir ce qui est inclus dans votre contrat aujourd'hui, ce qui est ce à quoi vous avez le droit, et puis de voir si vous en avez trop ou pas. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. À l'issue de cette collecte, ce qu'on vous conseille, c'est d'établir une bonne méthodologie, une méthodologie précise pour construire votre périmètre et l'analyser de façon simple. Aujourd'hui, selon les types d'informations, les types de données, on a l'habitude de mettre en place 2 types de méthodologies qui s'appliquent voilà, en fonction des informations. La première, donc celle que vous voyez sur la gauche, qui est une méthodologie qui s'appuie sur l'analyse de vos dernières conditions tarifaires, donc savoir quelles sont les dernières négociations que vous avez eues, les derniers prix que vous avez eus, associés à votre besoin futur. Et donc le besoin futur, vous allez pouvoir le composer de différentes façons et de pouvoir croiser ces 3 points de données, à savoir votre état de parc. Aujourd'hui, selon les dates de fin de contrat, quel est le volume de véhicules que vous devez renouveler sur l'année prochaine. Le deuxième item, c'est de pouvoir en effet échanger en interne, à savoir quels sont les besoins futurs. Est-ce que vous avez besoin de plus de véhicules? Est-ce que vous avez des véhicules qui ne seront pas forcément renouvelés? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est vraiment votre stratégie de renouvellement sur le long terme, à savoir est-ce que vous avez des véhicules qui aujourd'hui ont été négociés mais qui ne bénéficient pas des meilleurs tarifs possibles que vous pouvez anticiper et inclure dans votre périmètre de négociation. Voilà. Donc l'idée, c'est de recomposer en effet sur votre besoin futur et avec les dernières conditions que vous avez négociées, votre budget TCO des véhicules. Donc TCO véhicule sur la durée de son contrat. La deuxième méthodologie que vous voyez sur le graphique de droite, qui en fait s'appuie sur une analyse annuelle, donc sur la totalité de votre parc, et c'est de pouvoir voilà, comparer l'année par exemple 2015 avec l'année 2016. Je prends l'exemple du carburant avec une remise que vous allez négocier. L'idée, c'est de comparer l'année 1 avec l'année 2 et voilà, d'identifier votre économie. La première méthode, vous allez avoir du coup une économie sur une durée plus longue, par exemple sur 4 ans, mais sur une partie de votre parc. Alors que la deuxième méthodologie, ce sera vraiment une économie annuelle sur la totalité de votre parc. Donc une fois que vous avez collecté vos informations, vous avez défini votre méthodologie, vous pouvez rentrer dans la partie budgétaire. Mais avant, Mathieu voulait juste préciser un petit point. Voilà, donc sur la partie méthodologie, hein, pour conclure sur cette partie qui est très importante, elle est importante parce qu'elle permet de valoriser votre travail en interne, que ce soit d'ailleurs un travail que vous sous-traitiez à un cabinet ou que vous fassiez vous-même,
pouvoir vraiment mesurer la performance, nous on appelle la performance achat, hein, qui en fait est la performance de votre intervention sur les prochaines commandes par rapport à l'année précédente. Et ça, effectivement, la méthodologie de travail et de calcul du budget de référence et du coup du budget cible est très importante, puisque on sait très bien qu'en flotte automobile, il existe beaucoup de fausses économies, des économies passagères, par exemple en réduisant les coûts de kilométrage. On peut faire des économies très rapides, mais qui signifiera des économies, en tout cas une augmentation de la dépense l'année suivante. Vraiment, l'idée est d'avoir une méthodologie qui vous permet de valoriser votre travail en interne. Donc on en vient à la partie budgétaire, donc de pouvoir recomposer votre TCO, donc coût total de détention, sur voilà, ce périmètre que vous avez identifié. Donc on parlait en préambule des différents postes de dépenses, vous les avez là sous les yeux. En réalité, donc on a une cinquantaine de postes de dépenses qu'on peut regrouper en 10 grandes catégories à peu près, qui pèsent environ 95% du TCO. Donc là, vous avez un exemple de décomposition du budget dans nos clients. L'idée, c'est qu'en effet, sur la partie financement en général, dans nos benchmarks, on se situe plutôt entre 40 et 45% du TCO. Sur les services, on est plutôt à entre 15 et 20%. Et enfin, fiscalité, 40 et 45% du coût total de détention. À savoir qu'en effet, le financement et les fiscalités sont les deux plus gros postes, comme vous pouvez le voir. Après, voilà, l'exemple qu'on vous a fourni est un exemple. On n'a pas de dépenses type. Les répartitions dépendent de votre typologie, à savoir est-ce que vous avez des véhicules particuliers principalement ou des véhicules utilitaires qui pourront vous coûter plus cher, par rapport à votre loi de roulage également, est-ce que vous roulez beaucoup ou pas, en fonction de votre poste carburant s'adaptera et pèsera plus lourd. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de recomposer votre budget le plus précisément possible avec un objectif final qui est de pouvoir vous comparer au benchmark. Au benchmark au benchmark dans le même secteur et surtout dans la même typologie et même taille de parc, parce que c'est bien de négocier des tarifs, mais il faut pouvoir vous comparer à un autre concurrent, si je peux l'appeler ainsi, pour savoir si vous êtes bien positionné ou pas. En parallèle du coup de la composition de ce budget, on parlait des usages tout à l'heure. Sur ce slide, je vais vous présenter, on en a 6 principaux, mais voilà, on en étudie vraiment beaucoup d'autres. Ceux-là sont vraiment les essentiels que nous identifions. Le premier qui est la partie car policy. Aujourd'hui, ce qui est important dans cette partie usage, analyse de l'usage, c'est de bien identifier quelles sont les règles qui sont appliquées aujourd'hui chez vous. Donc la charte véhicule, comme Mathieu en parlait tout à l'heure, mais également la car policy, les règles, voilà, quels sont les véhicules et les règles appliquées. Aujourd'hui, on a différents types de systèmes. Une car policy qui peut être basée sur une attribution de véhicules selon un prix catalogue. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, qui sera plutôt attribuer une enveloppe sur la base d'un loyer, donc loyer financement, loyer entretien. Le troisième niveau sera sur la partie la base d'un TCO, donc là où on englobe vraiment plus d'informations et on ne prend pas juste le loyer, mais on prend voilà, tout ce qui a trait à l'usage du véhicule et à sa vie. Et enfin, le dernier niveau qui est le catalogue figé. Aujourd'hui, qui voilà, prend de plus en plus de place dans les entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas de modèle absolu, même si l'objectif est vraiment de réfléchir en TCO et non pas en loyer. Le catalogue figé aujourd'hui est une bonne pratique. Après, voilà, est-ce que ça s'adapte dans toutes les entreprises? Oui ou non. Il faut vraiment réfléchir à cela. Aujourd'hui, ce qu'on remarque avec Mathieu, c'est que c'est vraiment le choix qui coûte cher. Voilà, en termes de gestion, de faire plusieurs allers-retours pour des cotations, etc. Alors que si vous avez un catalogue figé, vous avez un véhicule ou un panel de véhicules que vous aurez sélectionné et choisi selon les meilleurs TCO. Voilà, donc ça simplifiera les choses. Ça, c'était le premier thème. Le deuxième thème d'analyse d'usage, Mathieu en parlait tout à l'heure, sur les lois de roulage. Aujourd'hui, on vous conseille de vraiment analyser les lois de roulage, donc la durée et le kilométrage associés à vos contrats,
d'étudier en profondeur et vraiment de pouvoir comparer entre les différents loueurs le positionnement selon les lois de roulage. On remarque aujourd'hui, nous, dans nos missions, qu'on a des loueurs qui sont plus à l'aise sur des durées longues plutôt que voilà, sur des durées courtes. Chacun a son positionnement et on en reparlera tout à l'heure sur les stratégies des loueurs. Voilà, donc c'est vraiment de réfléchir, est-ce que vous avez des lois de roulage qui sont adaptées et qui correspondent bien à vos collaborateurs. Le troisième thème, qui est la partie bilan écologique. Aujourd'hui, on parle de fiscalité, ce qui est très très important. Vous connaissez les paliers hein, qui sont, on va dire, très sévères aujourd'hui et qui vont devenir de plus en plus. On a des clients qui nous disent, c'est bien, on a réussi à passer en dessous de la barre des 100 grammes, 105 grammes, peu importe. C'est une bonne chose, néanmoins, il faut pouvoir toujours se comparer au benchmark et savoir si on est bien placé. Si la norme n'est pas à 90 grammes, à ce moment-là, voilà, l'idée, c'est de pouvoir toujours optimiser la chose. Le quatrième thème, les frais de restitution, un vaste sujet qui aujourd'hui touche tout le monde. Donc, à l'issue de l'avis de votre contrat, vous rendez votre véhicule et vous avez des frais associés pour la restitution de vos véhicules. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir faire un audit à 360 degrés pour bien comprendre comment ça se passe et d'échanger avec vos collaborateurs, éventuellement l'assureur et la partie gestion de parc pour voir qu'est-ce qui pourrait être, comment ça se passe et dans un deuxième temps, de pouvoir identifier des pistes d'optimisation. Il faut bien entendu analyser vos contrats, j'en parlais dans la collecte d'informations, de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est appliqué à la restitution, est-ce que vous avez des grilles, est-ce que vous avez des tolérances, des franchises, voilà, de vraiment recomposer ce sujet-là et d'analyser aussi la typologie des véhicules et des collaborateurs qui conduisent ces véhicules. Tout est lié, hein. Si vous avez des véhicules utilitaires, il est normal que ces véhicules soient plus coûteux à la restitution que des véhicules particuliers, ou bien si vous avez plusieurs utilisateurs qui conduisent un seul véhicule, voilà, il est possible que ce véhicule soit, on va dire, en moins bon état que s'il y avait un seul conducteur. Dans l'audit de cette dépense restitution, ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler à la fois en brut, c'est-à-dire vraiment le chiffrage qui a été fait par le garage ou l'expert indépendant, et sur l'analyse du net, qui est ce qui correspond à ce que vous allez réellement débourser une fois les différents abattements que vous avez pu négocier mis en place. Donc ça, c'est vraiment la première donnée intéressante. Et la deuxième, c'est d'étudier vraiment, comme disait Charlotte, la typologie des sinistres en fin de location et le nombre de sinistres de véhicules rendus à zéro. Ça, c'est une statistique très intéressante de voir si vous êtes plus près des 30% qui est la moyenne ou plus près des 50%, qui est, on va dire, le cas pour les bons clients, les bons élèves, ou plutôt, au contraire, 10% des véhicules qui sont rendus en bon état et 90% en mauvais. Donc il faut prendre en compte le secteur, mais là aussi, c'est important de pouvoir se benchmarker sur ce thème. Et pour finir donc ce slide, on a encore deux items, la partie véhicule, donc vraiment typologie des véhicules. Il faut absolument que vous puissiez analyser donc la typologie des véhicules qui sont actuellement en parc, de vos besoins actuels et de vos besoins futurs, parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte que certaines directions chez nos clients voilà, se voilaient un petit peu la face sur les besoins et les préférences de leurs collaborateurs, si ces éléments bien entendu rentrent en compte chez vous, de se dire par exemple on met en place des Golf dans une car policy alors qu'en fait les collaborateurs seraient très contents avec une autre marque moins coûteuse ou plus pertinente en termes d'éléments fiscaux ou écologiques. Ou ne serait-ce qu'en taille de véhicule, vous mettez en place des monospaces alors que certains collaborateurs préféreraient des petits véhicules parce que voilà, ils roulent dans Paris et n'ont pas de place pour se garer. Voilà. Donc c'est vraiment de réfléchir sur la typologie des véhicules que vous pourrez après, en fonction de leur performance achat, intégrer dans votre catalogue de véhicules ou pas. Et ça, c'est un travail qui est effectivement réalisé très régulièrement. Nous, on constate vraiment chez beaucoup de clients un vrai décalage entre la car policy figée dans le marbre et les attentes des collaborateurs. Et souvent, et même la plupart du temps, la prise en compte de ces attentes utilisateurs pourrait générer des économies importantes.
Et enfin, le dernier thème qui sont les parts de marché, et ça fera la transition sur le slide suivant. Aujourd'hui, il faut absolument que vous puissiez analyser et avoir une vision sur les répartitions de parts de marché de vos fournisseurs, que ce soit les loueurs ou que ce soit les pneumaticiens ou les constructeurs, pour voilà, voir comment ils sont positionnés dans votre parc et pouvoir comparer par rapport au benchmark du marché. Transition parfaite sur le slide suivant. Aujourd'hui, donc on a parlé de la construction de la dépense, de l'analyse de vos usages. Il ne manque plus que l'étude de marché des fournisseurs. Aujourd'hui, le marché n'est pas constitué uniquement que de loueurs longue durée. Vous avez toute une multitude d'acteurs qui sont très intéressants et voilà, qu'il faut absolument analyser pour trouver, on va dire, les acteurs qui vous conviennent le mieux. Parce que chacun a ses avantages, inconvénients, a ses spécificités. Il faut absolument faire une étude complète pour voilà, trouver la perle rare, si je puis m'exprimer ainsi. Et enfin, dernier slide sur la partie cartographie et photo, donc sur la connaissance du marché. Donc vous avez sur ce graphique le positionnement des différents loueurs du marché et sur le graphique que je viens de vous afficher, les parts de marché des véhicules particuliers et utilitaires. Aujourd'hui, il faut vraiment analyser, donc, comme je vous disais, les points positifs et peut-être les points qui vous conviendraient un petit peu moins en termes de services, en termes de taille, voilà, de comprendre quelles sont les stratégies à court, moyen et long terme de ces acteurs, quelles sont voilà, les directives des maisons mères, leur stratégie marché pour voilà, s'adapter et choisir le bon loueur ou le bon constructeur qui vous va bien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, dû à l'historique, on a des clients qui ont des loueurs qui ne sont pas adaptés à leurs besoins, qui ne procurent pas assez de services, trop de services, qui ne sont pas assez compétitifs, etc. Voilà, il faut vraiment réfléchir sur tous ces points-là. Est-ce que vous voulez garder toute la gestion en interne parce que vous avez des compétences, ou est-ce que vous voulez externaliser cette gestion? Voilà, chaque acteur a ses spécificités et il faut vraiment avoir une vision globale pour choisir le bon. Voilà. Donc j'en ai fini pour la partie cartographie. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur les pistes d'optimisation et les différents TCO dont Mathieu va vous parler tout de suite. Donc sur la partie optimisation, donc une fois que vous avez fait votre cartographie de l'ensemble des dépenses, des usages et des pratiques, vient le temps de l'optimisation. Le temps de la cartographie, pour vous donner une idée, en général c'est une étape qui dure entre 1 et 2 mois, hein, selon le temps que vous pouvez y consacrer. Et le temps de l'optimisation entre 2 et 3 mois, encore une fois, selon les cas. Donc, je vais vous présenter un graphique que vous avez sûrement déjà vu, mais qui est important pour vraiment réussir son plan d'optimisation. Il faut vraiment creuser dans 3 directions. En général, on s'aperçoit que si vous manquez une de ces directions, un de ces 3 TCO qu'on va aborder maintenant, mais vous pouvez mettre en place un plan qui est contre-productif. Le premier point, c'est le TCO véhicule. Le TCO véhicule, très concrètement, c'est vraiment dans le choix que vous allez faire de marque, de modèle, de finition, de motorisation, de boîte de vitesse. C'est vraiment ce choix qui va conditionner une grande partie de votre TCO, en l'occurrence à peu près 20%. C'est-à-dire qu'entre 2 véhicules de même catégorie, mais de marque et finition différentes, vous pourrez avoir un écart de 20%. Dans ce débat-là, très actuel aujourd'hui, se posera la question de l'hybride, de l'essence, et du coup, tous les effets de bord sur la fiscalité, les valeurs résiduelles, la consommation de carburant. Donc ça, c'est vraiment, on va revenir plus en détail sur des pistes concrètes, mais ça, c'est vraiment le point le plus important et le plus facile selon nous. Le deuxième point, c'est le TCO conducteur. Et ça aussi, c'est une belle idée assez théorique jusqu'ici, mais qui doit devenir quelque chose de concret, de mesurable, de tangible. C'est tout ce que dans la relation avec le conducteur et dans le comportement du conducteur lui-même permet de faire des économies. Et c'est vraiment une vraie source d'économie sur 4 postes principaux. La restitution, bien entendu. La restitution, c'est entre 3 et 6 mois de loyer non prévu qui vous tombent en fin de contrat. Et on peut facilement réduire de moitié ce budget grâce à des outils, notamment des outils RH dont on pourra parler tout à l'heure. On a le carburant qui est bien sûr lié au conducteur, la sinistralité et la gestion des amendes. Voilà, c'est les 4 principaux points
Tout ce qu'on constate entre deux conducteurs qui ont une zone géographique identique, qui ont des véhicules identiques, on constate des écarts de TCO de l'ordre de 30%, ce qui est colossal et qui s'explique par principalement ces écarts sur les 4 postes que je viens d'évoquer. Enfin, on a le TCO flotte, et là c'est le TCO qui est de votre responsabilité, donc acheteur, directeur général, DRH, directeur financier, gestionnaire de parc. C'est vraiment non seulement la mise en place des contrats, les bons contrats pour les bons services, mais aussi tout le suivi opérationnel du parc, le contrôle des dérives de kilomètres, les contrôles des dérives de sinistres, le contrôle des dérives de restitution. C'est vraiment tout ce que je mets en place en termes d'outils et d'organisation pour optimiser mes coûts. Donc, voilà ce que je vous dis dans l'introduction et que je vous dirai en conclusion de ces slides. Si vous négligez un de ces points, vous pouvez faire de très belles économies. Typiquement, on a par exemple des clients qui vont mettre en place des catalogues très performants et qui, par exemple, externalisent la gestion de leur parc et mettent en place un catalogue en disant comme ça, c'est sûr que je ferai des économies. En réalité, comme ils n'ont pas un TCO conducteur très maîtrisé, puisqu'ils ne suivent pas leur conducteur, toutes les économies faites sur le TCO véhicule et éventuellement le TCO flotte se perdent dans le TCO conducteur. Et vice-versa. C'est vraiment très important d'avoir ces trois dimensions lorsqu'on parle de pistes d'économie. Donc pour parler des pistes d'économie de manière très concrète, nous chez Cristal, on travaille sur une soixantaine de pistes, soit des pistes classiques, soit des pistes dites atypiques, en tout cas dans la méthodologie. Quand on dit classique, je ne sais pas si vous voyez le slide que tout à l'heure vous a présenté Charlotte sur la définition de la méthodologie. Voilà, c'est sur des méthodologies qui est simple, où on peut calculer rapidement et avec un peu de méthode le avant et le après. Donc, je vais vous donner quelques exemples concrets de pistes. Donc, des plus classiques aux plus originales. Donc, dans les pistes classiques, il y a la question du financement et de la gestion. Aujourd'hui, la location longue durée s'est imposée comme un modèle simple et agréable en gestion financière et en gestion opérationnelle. Néanmoins, selon les usages d'utilisation, de typologie de véhicules, par exemple des véhicules très aménagés ou des véhicules qui roulent beaucoup ou au contraire très peu, la location longue durée n'est pas l'unique modèle. Donc nous, on accompagne encore aujourd'hui des clients dans le passage d'un modèle à un autre, du modèle de LLD à LOA, du modèle d'achat à LLD, du modèle de IK à LLD et parfois même de LLD à IK en fonction des lois de roulage et de la stratégie de l'entreprise. Donc encore une fois, il n'y a pas le tout LLD ou le tout achat ou le tout IK n'est pas vrai. Il y a vraiment une étude à faire au cas par cas et c'est une source d'économie assez forte avec d'économie directe financière mais d'économie aussi indirecte sur le temps de gestion. Et c'est important quand vous avez réalisé votre audit vraiment d'être capable de se dire, de remettre une page blanche en disant et si je changeais de modèle. Donc ensuite on a toute la partie fiscalité et carburant. Donc on a donc la partie bien sûr TBS et bonus-malus, donc qui passe à travers le choix d'une carte policy. On a la partie négociation du budget carburant, alors, soit toujours au niveau de la carte policy, avoir des véhicules moins polluants, ça reste la piste numéro 1, mais aussi sur la partie carte carburant, ou en tout cas négociation carburant, c'est de pouvoir à la fois négocier avec des pétroliers et orienter les utilisateurs vers des stations qui correspondent à votre stratégie, sans pour autant générer des coûts indirects de déplacement. Donc là, on a vraiment des cas très concrets de clients qui ont fait des économies très fortes sur le budget carburant, allant jusqu'à 7 ou 8%, en mettant en place un système de double carte, en orientant leurs collaborateurs, en vérifiant que cette orientation fonctionne. Donc voilà, on a là-dessus de très bons résultats. On a ensuite toute la partie charge sur avantage en nature. Nous, ce qu'on constate, c'est que 50% de nos clients se trompent, soit parce qu'ils ne prennent pas la bonne formule, ou soit parce qu'ils ont une pratique RH qui permettrait d'optimiser leur formule. Donc ça, on pourra en revenir plus en détail, vous aurez nos coordonnées si vous voulez en échanger. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une dépense qui est forte. Pour certains clients, c'est jusqu'à 10% de la dépense, qui peut être facilement optimisable en mettant en place des règles de gestion interne, en étant très clair que l'URSSAF valide votre méthodologie, éventuellement en mettant des boîtiers, on en parlera aussi, mais même en changeant de méthode, vous pouvez faire des économies rapides et rétroactives sur votre parc. Ensuite, sur les autres services qui pèsent, on l'a dit tout à l'heure, entre 15 et 20% de votre budget,
c'est vraiment l'assurance. L'assurance est un sujet sur lequel on a la chance d'avoir une équipe spécialisée, donc accréditée ORIH chez Crystal Décision, qui permet de générer en moyenne entre 20 et 25% d'économies, avec une analyse approfondie de la sinistralité, des ratios sinistres sur prime, de la fréquence des sinistres, de la typologie des sinistres. Et ça mérite vraiment de s'y pencher, puisque il y a vraiment un vrai levier à très court terme d'économie sur la partie assurance, qui est aussi très liée à la partie restitution, bien entendu. Dans les autres services, c'est aussi tout simplement regarder tous les postes de dépenses, même ceux qui pèsent 2%. Par exemple, les pneumatiques, effectivement, pèsent que 2% du budget, mais c'est un budget sur lequel on peut réaliser jusqu'à 30 ou 40% d'économie, avec une approche réelle ou forfaitaire, en restant sur du forfait, mais vraiment en ayant des données fiables et des benchmarks pour pouvoir challenger ses fournisseurs, et notamment ses loueurs. Et enfin, frais de remise en état. Là, l'idée, une fois que vous avez audité votre dépense, c'est vraiment de voir ce qui se fait de mieux en termes de chiffrage, éventuellement de pré-restitution et de conditions commerciales loueurs. Donc ça, il y a vraiment des vraies différences de politique entre les loueurs sur cette partie restitution et qui méritent de s'y pencher avec une approche benchmark. Donc sur les pistes classiques, on est passé assez vite, mais n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez plus de détails. Voilà, ça reste aujourd'hui, on va dire 80% des économies générées sont issues de ces pistes dites classiques. J'ai été aussi assez rapide sur la partie loyer, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir décomposer son loyer, valeur résiduelle, taux financier, valeur à financer, pour pouvoir après challenger chacun de ces thèmes avec les constructeurs, avec les loueurs, avec les fournisseurs de services, et obtenir à la fois les loyers les plus bas, mais aussi des prix pérennes. Dans les pistes complémentaires, donc nous on dit atypiques. Atypiques, pour nous, certaines de ces pistes ont déjà 3-4 ans, donc c'est pas qu'elles sont neuves, c'est qu'elles nécessitent une méthodologie différente. Donc par exemple, la géolocalisation que nous mettons en place pour certains de nos clients nécessite une méthode de travail où on prend un échantillon de véhicules représentatifs qui rouleront encore dans un an, qui seront équipés de boîtiers pour pouvoir vraiment mesurer la performance de cette solution et des potentiels gains. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les plaquettes des différents fournisseurs de boîtiers, c'est marqué toujours 5 à 15% d'économie, mais le ROI n'est pas mesuré et la méthodologie n'est pas claire. Donc nous, ce qu'on propose de faire pour certains de nos clients, c'est vraiment de définir une méthodologie pour définir à la fois des économies vraiment liées au parc. Donc très clairement, on a pu accompagner 2 clients récemment sur ce sujet. On a vraiment figé un échantillon, on a mesuré l'écart un mois après. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler les économies internes sur tout ce qui est carburant, tout ce qui est restitution et tout ce qui est assurance. Et on a donc effectivement constaté des économies importantes à un an. Et on a aussi, ça c'est plutôt lié à la géolocalisation, on va dire des gains de chiffre d'affaires parce que un de nos clients notamment a pu améliorer la performance de ses tournées, a pu gagner des contrats en s'engageant sur des délais d'intervention plus courts. Donc ça, c'est vraiment, ça plaît à la fois au directeur commercial et à la fois au directeur achat. On a aussi, sur la même méthodologie, la formation des conducteurs. Aujourd'hui, la formation des conducteurs, c'est une bonne chose, qui est d'ailleurs aidée par le DIF. Le point, encore une fois, c'est très bien de le faire, mais il faut bien mesurer le avant-après. Donc faire une vraie cartographie de l'existant et mesurer à long terme, puisqu'on on constate que ça génère des économies à 2-3 mois importantes, et puis après, il y a un essoufflement. Donc comment on fait pour accompagner cette bonne piste? C'est souvent de l'accompagner d'un suivi, soit qui passe par la géolocalisation, soit qui passe par un suivi attentif des consommations. Mais encore une fois, une piste sans suivi n'a pas beaucoup d'intérêt. On a aussi ce que nous on appelle le monitoring. Alors, le monitoring, c'est une offre qu'on a développée, dont je vous parlerai rapidement à la fin de la présentation. C'est une offre de conseil continu, donc de benchmark continu sur votre parc, et de logiciel qui permet vraiment de mesurer l'état en temps réel, l'état de votre parc de manière neutre et indépendante. Aujourd'hui, l'ensemble de vos fournisseurs, constructeurs, loueurs, pétroliers, vous donne des conseils, et souvent à juste titre, sur le choix des modèles, le choix des voilà, sur un certain nombre d'items, le choix pour optimiser votre fiscalité, pour optimiser votre TCO de
général, mais aujourd'hui, il existe peu d'acteurs sur le marché qui sont vraiment neutres et indépendants, qui n'ont pas d'intérêt sur les conseils qu'ils peuvent vous donner. Et ça, que ce soit d'ailleurs en interne ou en externe, on vous conseille vraiment de mettre en place une organisation objective et neutre sur l'optimisation de chacun des postes du TCO. Donc nous, ce qu'on appelle chez nous, ça s'appelle le monitoring, qui coûte en général entre 1 et 2% de votre TCO et qui a un retour sur investissement de l'ordre de 3 à 5% selon nos clients, donc qui vous permet vraiment, encore une fois, de faire des économies internes de temps, en l'occurrence à peu près 25 à 30%, et externes sur le contrôle de la facturation, sur la gestion des amendes, sur un grand nombre d'items, pareil qu'on pourra évoquer ensemble par mail ou par téléphone. Enfin, sur la partie service, là c'est vraiment une étude des contrats poussée et aussi sur beaucoup de services type pneumatique, véhicules de remplacement, entretien, bris de glace. C'est vraiment faire une étude du forfait versus le réel. Et donc pour cela, nous vous recommandons de travailler sur des statistiques que vous pouvez demander auprès de vos fournisseurs sur 3 ans. Vraiment étudier quelle a été votre consommation réelle sur les pneumatiques, le bris de glace, l'entretien, le véhicule de remplacement, et faire vraiment une vraie comparaison réelle versus forfait. Pour par exemple un client qui est constructeur de maisons individuelles, sur le véhicule de remplacement, cette étude et cette négociation avec les loueurs a permis d'optimiser de 70% ce budget. Effectivement, le véhicule de remplacement, c'est une dépense de l'ordre de 10 à 15 € par mois par véhicule pour un certain nombre de jours de couverture. En faisant une étude vraiment du besoin de ce client, on s'est aperçu que non seulement peu d'utilisateurs s'en servaient, mais ceux qui s'en servaient dépassaient les quotas. Donc il y a vraiment une dépense qui n'avait pas lieu d'être et qui a pu être travaillée. Sur les pneumatiques, pareil, aujourd'hui notre discours n'est pas de dire qu'il faut externaliser forcément ces pneumatiques, mais se poser la question du réel est important, parce que par exemple sur les pneumatiques, quand on audite ce poste qui pèse encore une fois 2 ou 3% de la dépense, on constate que le prix unitaire du pneu chez vos loueurs est parfois bien supérieur au prix réel de ce pneu. Deuxième point, vous n'êtes pas toujours remboursé de vos pneus non consommés. Et troisième point, vos pneus surconsommés vous sont facturés de manière importante. Donc là, c'est un sujet sur lequel les différents acteurs, notamment les loueurs, ont travaillé ces dernières années. On peut proposer des forfaits plus ajustés et ajustables. Et on a aussi une offre de pneumaticiens type Euromaster Speedy qui s'est développée. Là aussi, attention aux fausses bonnes idées. L'externalisation a aussi un coût interne déjà en gestion et a un coût qui est difficilement prévisible. Mais par exemple, les pneumatiques augmentent tous les ans sur la base d'un barème. Dans les forfaits loueurs, les prix sont capés. Donc vraiment, nous, on ne vise pas une solution unique, c'est bien une étude au cas par cas réalisée et qui permet parfois de réaliser des économies très importantes. On n'a pas parlé du bris de glace, mais pareil, l'arbitrage entre le mettre chez le loueur ou le garder en direct se fait sur la base de statistiques à étudier sur 3 ans. Je vais vous donner deux pistes un peu concrètes. Voilà, la plus classique que vous connaissez tous, qui est la renégociation des loyers. Donc tout simplement, aujourd'hui, on va prendre un exemple très concret d'un véhicule moyen d'entreprise qui coûte 20 000 €, chez qui vous avez une remise de l'ordre de 20% et une valeur résiduelle que vous connaissez ou pas, qui représente 8 000 €. Donc, donc là, vous avez une valeur à financer qui va permettre au loueur de calculer son loyer de 8 000 € sur une durée de 4 ans, par exemple, sur lequel il va appliquer un taux financier. Donc, aujourd'hui, dans la négociation que nous on mène pour nos clients, on va d'abord voir le constructeur, et c'est Charlotte qui vous en parlera juste après, pour lui demander des remises. En challengeant les remises actuelles grâce à nos benchmarks. En disant, c'est étonnant, pour un parc de même taille, nous avons pu obtenir X%. Sur la partie valeur résiduelle, pareil vis-à-vis du loueur, quand il la donne, parce que pour 75% de nos clients, la valeur résiduelle n'est pas connue, et à ce moment-là, nous on recalcule une valeur résiduelle sur la base du loyer et des remises, et des taux financiers en vigueur. Donc on a vraiment un recalcul de la valeur résiduelle, et en challengeant les loueurs et constructeurs sur ces deux items, on obtient des effets dits de levier, c'est-à-dire que par exemple, un point de remise obtenu, on pourrait penser que c'est un point de loyer
gagner, en réalité, c'est plutôt 2. Pourquoi? Parce que ce point, qui représente à peu près 200 €, il ne va pas impacter les 20 000 € au total, il va impacter seulement la partie à financer, donc la partie en bleu sur le graphique. Donc le calcul réel à faire, c'est 200 sur 8 000 € à financer. Et donc là, on obtient bien 2% d'amélioration du loyer. Et même mécanisme pour la valeur résiduelle. Donc encore une fois, bien redécouper ses coûts, parce que le loyer pèse encore aujourd'hui entre 40 et 45% du coût, et pour bien négocier chacune des parties. Le coût plus durée de kilométrage, point important, parce que c'est un point qui évolue beaucoup en fonction des stratégies loueurs, en fonction des marques de véhicules, en fonction du marché des véhicules d'occasion. Là aussi, pas de religion en la matière, il n'y a pas de règle unique et universelle. En revanche, des grandes tendances. La grande tendance numéro 1, c'est sur la partie financière. Il y a encore 5 ans, au-delà de 36 mois et 90 000 km, ou même 100 000 km, les véhicules étaient difficilement revendables et du coup, on voyait des valeurs résiduelles s'effondrer à 36 mois, 90 000 km. Depuis, on s'est aperçu que le marché de l'occasion s'était structuré et que les valeurs résiduelles descendaient en pente douce. Donc, les loyers financiers sont devenus performants au-delà des 36 et même parfois jusqu'à 60 mois. Donc, on a amélioré les loyers financiers sur des durées longues. Premier phénomène. Deuxième phénomène, sur l'entretien, on a eu 3 sous-phénomènes. Le premier, c'est l'espacement des durées d'entretien. Il y a encore 5-6 ans, les durées d'entretien, les entretiens se réalisaient tous les 15 000 km. Aujourd'hui, c'est 30 000. Deuxième phénomène lié à l'entretien, c'est les grosses opérations de maintenance qui avant s'effectuaient autour de 80 000 km, aujourd'hui 160, donc au-delà des durées de location. Troisième phénomène, c'est la fiabilisation des véhicules. Bien quoi qu'on en dise, malgré quelques problèmes informatiques, les véhicules sont rarement en panne et donc sont peu immobilisés. Donc, quand on prend en compte ces 3 critères, les loyers entretien ont globalement baissé. Et même pour nos clients qui font un choix d'avoir un entretien au réel, on s'aperçoit que c'est une dépense qui baisse, malgré l'augmentation des prix des pièces de l'ordre de 4-5% par an. Donc, quand on cumule ces deux pistes, on trouve un optimum qui n'est plus un optimum de durée comme c'était le cas il y a 5-6 ans, c'est bien un optimum de kilométrage situé entre 140 et 160. Donc, pour pondérer ces propos, encore une fois, cela dépend vraiment de notre usage, du type de véhicule. On a certains loueurs qui au contraire vont être meilleurs sur des couples courts de 36 mois et d'autres qui vont être meilleurs sur des 60 mois. Notre recommandation, c'est de demander pour chaque véhicule au moins 3 ou 4 couples différents pour pouvoir vraiment, ou éventuellement des matrices complètes, pour pouvoir vraiment voir l'optimum de chaque loueur. Donc, on va passer à la partie appel d'offres que Charlotte va vous présenter. Vous détaillez, parfait. Très bien, donc une fois qu'en effet vous avez terminé toutes ces étapes et identifié les grands leviers que vous souhaitez activer, donc vous pouvez rentrer vraiment dans la phase d'appel d'offres. Cette phase, on vous conseille de vraiment bien la cadencer pour ne pas perdre de temps et pas que ça se décale. Voilà, à mon avis, il faut vraiment avoir un objectif en date et de s'y tenir, parce que pendant que vous lancez votre appel d'offres, l'idée, c'est en effet de ne pas commander vos véhicules parce que vous allez avoir, j'imagine, des meilleurs tarifs et c'est l'objectif à l'issue de cet appel d'offres. Voilà, il ne faut pas que ça prenne trop de temps parce que vous n'êtes peut-être pas capable de bloquer vos véhicules actuellement pendant une très longue durée. Donc, sur ce slide, vous avez un exemple de cadencier, on va dire, d'appel d'offres que nous, on suit régulièrement, c'est notre méthodologie. Pour vous donner une vision un peu plus concrète, je vais prendre l'exemple d'un de mes clients avec qui j'ai travaillé l'année dernière. C'était un client qui était voilà, très exigeant, qui voulait beaucoup de services dans son dossier. C'est un client en fait, qui est sur le domaine de l'expertise, qui est un parc à peu près de 300-400 véhicules particuliers. Voilà, donc pour vous donner un peu une idée du contexte. L'idée en première phase, c'est de préparer les cahiers des charges, donc de rédiger des grilles de cotation, donc avec la liste des véhicules dont je vais vous parler pour la composition par la suite, des grilles qualité pour sonder voilà, le niveau de qualité de service et avoir des informations un peu plus concrètes sur votre fournisseur, et enfin des cahiers des charges qu'on appelle CCTP,
cahier des charges techniques et des clauses techniques et particulières. Voilà. Donc on a vraiment travaillé avec ce client sur la définition des services vraiment très précisément, sur des, on va dire des services VIP, voilà, donc pour vous donner tout un panel de services. Cette préparation des cahiers des charges, on l'a travaillé de notre côté, on l'a bien entendu soumise pour validation à notre client, ça a duré à peu près 2 semaines. À l'issue de cette validation, donc on a contacté les différents acteurs qu'on avait voilà, figés avec le client, et puis on a lancé les différents appels d'offres. Comme le disait Mathieu au préalable, on lance les appels d'offres constructeurs dans un premier temps. Donc là, on a contacté 6 constructeurs différents, européens, français, voilà, tout type, selon les souhaits du client. Donc on leur a demandé, et on parlera des grilles plus précisément par la suite, mais des remises sur toute leur gamme de produits, des informations sur la technicité des véhicules, sur les finitions, sur les motorisations, pour bien être à jour, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les constructeurs font évoluer donc leur gamme assez souvent pendant l'année, donc voilà, il est vraiment important d'être au jour de ces différents items, et puis éventuellement des primes de volume. Voilà, donc ça c'est un autre élément qu'on peut leur demander. À l'issue donc de cet appel d'offres constructeur, on leur laisse entre 1 semaine et 10 jours pour se positionner. À l'issue de cet appel d'offres, on récupère donc les remises tripartites qu'on aura négociées et qu'on voilà, communique aux loueurs. Lors de l'appel d'offres loueur, on leur communique le cahier des charges, des grilles de cotation, avec ces informations techniques, puis des remises pour qu'ils puissent coter et se positionner sur les différents véhicules de la grille. En parallèle, on avait contacté 5 loueurs, et en parallèle, on a contacté donc 2 pneumaticiens et puis des courtiers également, parce qu'ils voilà, souhaitaient qu'on ouvre le panel sur tous les fournisseurs qu'il avait actuellement. On a laissé à peu près 5 semaines donc à ces différents acteurs pour se positionner. On a reçu les offres, on les a bien entendu compilées, contrôlé la cohérence de chacune des lignes de cotation. Parce que, voilà, on peut avoir des petites surprises dans les retours. Et on a fait une synthèse des offres à notre client, donc avec voilà, le positionnement de chaque acteur et la décomposition, comme Mathieu le disait, des différents items, que ce soit sur la partie loueur avec les taux financiers, les valeurs résiduelles, voilà, tous ces éléments qui composent vraiment l'offre de chaque fournisseur, et bien entendu voilà, lui montrer le classement et les performances qui ont été obtenues. À la suite de ça, une shortlist a été faite, donc là on a réduit le nombre de loueurs, on est passé de 5 à 4, de 6 constructeurs à 4 constructeurs, etc. Donc on a reçu en soutenance les loueurs pour qu'ils puissent voilà, soutenir leur offre et se présenter, expliquer vraiment, rentrer dans le détail des points qualitatifs, parce qu'aujourd'hui on fait une analyse financière mais aussi qualitative, et c'est ce qui était demandé par notre client de façon très importante, donc on a pu aborder tous ces points-là. À la suite de ces soutenances, un lancement donc, de 2e tour a été opéré, donc sous 1 semaine. On leur laisse 2 semaines pour répondre et se repositionner. Une deuxième analyse donc pour vérifier la performance entre le 1er tour et 2e tour, voir si les classements, les positionnements sont toujours identiques. Et à la suite de ça, voilà, on a accompagné notre client dans la partie contractualisation et bien entendu vérification que tous les points qui avaient été négociés lors de l'appel d'offres étaient bien inscrits soit dans un avenant si on conservait le fournisseur actuel, soit dans un nouveau contrat avec les nouveaux partenaires. Donc au final 2 loueurs ont été retenus, 4 constructeurs et puis donc un pneumaticien et un courtier. Voilà. Donc cette phase d'appel d'offres bien cadencée, c'est un point très important. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la partie cahier des charges, donc la préparation, aujourd'hui, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de travailler sur 3 dossiers importants, 3 documents. Le premier qui est le panel, on appelle ça le panel, un panel de référence. Aujourd'hui, l'idée pour composer ce panel, c'est de partir de vos besoins futurs. Donc imaginons le volume de véhicules que vous allez renouveler sur l'année prochaine, donc une 50aine de véhicules par exemple. Et d'identifier des véhicules, on va dire, représentatifs de ces 50 véhicules. De leur associer en effet forcément donc le modèle, la finition, la motorisation, le couple durée-kilométrage, et de composer une liste représentative. On essaye de représenter par ce choix de véhicules au moins 80% des véhicules que vous aurez à commander l'année prochaine, et ça fait à peu près entre 5 et 12 véhicules de référence.
12 de véhicules de référence auxquels vous allez associer un pourcentage de pondération. Donc, par exemple, vous avez des golfs qui, aujourd'hui, vous allez commander, je sais pas moi, une vingtaine de golfs, et vous associez le pourcentage de pondération pour voilà, vraiment représenter le poids de cette négociation et de la performance achat par rapport au volume et au nombre de véhicules que vous allez commander. L'idée, c'est de pouvoir, dans votre grille de cotation, que vous pouvez voir par la suite, indiquer tous ces véhicules, donc les 5 à 12 véhicules de référence, indiquer également des véhicules alternatifs, dont d'autres marques qui sont similaires, bien entendu, toujours comparer des véhicules pour des mêmes motorisations, entre deux marques, ou des mêmes finitions, de même niveau d'accessoires ou d'options, pour bien comparer des choses similaires. Et idéalement de les faire coter sur plusieurs couples, un 36 mois, 120 000 km, 48, 160, etc. L'idéal, éventuellement, ce serait de faire coter sous forme de matrice tarifaire, comme Mathieu l'expliquait tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, qui est le cahier des charges, donc qui est un support sous format Word que nous envoyons aux différents fournisseurs, qui explique le contexte client, les besoins très précis, les services demandés, bien entendu le planning de l'appel d'offres et les règles de cotation. Donc ça, c'est vraiment une méthodologie que nous, on met en place et qu'on vous conseille de mettre en place aussi. Ça vous facilitera la tâche dans les lancements d'appels d'offres et également dans l'analyse des documents. Sur le slide suivant, on a souhaité voilà, vous présenter quelques exemples de supports. Donc les grilles cotation de constructeurs, donc dans laquelle voilà, vous avez la liste de tous les modèles auxquels on demande des remises tripartites systématiquement. Les grilles de cotation des pneumaticiens, où là on leur demande en effet des remises sur le prix du pneumatique en fonction des marques de pneumatiques, et les grilles de cotation, donc en fonction des tailles de pneumatiques, d'avoir des pneus été, des pneus hiver, etc. Vraiment d'avoir le prix détaillé pour chaque pneu que vous pourrez comparer entre les pneumaticiens et également par rapport au loueur, soit au niveau du forfait, soit au niveau de la gestion au réel. Et enfin, la grille de cotation loueur, dans laquelle voilà, vous allez avoir tout le détail des véhicules que vous allez coter, tous les services bien entendu, et la décomposition très importante du loyer financier sous formule VPM que nous on utilise régulièrement, mais qui en fait permet, sur la base des 3 items très importants dont Mathieu vous parlait tout à l'heure, la remise, la valeur résiduelle et le taux financier, de pouvoir recomposer votre loyer financier et de challenger les différents loueurs et de comprendre vraiment la construction de leur offre sur des véhicules similaires ou identiques. Voilà, donc, pour conclure sur cette partie et passer à la suivante, ce que nous on vous recommande dans cette partie appel d'offres, il y a vraiment 3 points importants. Il y a la question du temps. C'est un appel d'offres automobile prend du temps parce que c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs, parce qu'il y a beaucoup de documents. Le deuxième, c'est de bien gérer le timing entre les différents fournisseurs. Il y a vraiment un ordre à respecter. Là-dessus, on pourra en reparler ensemble. C'est vraiment de cadencer bien les différents fournisseurs. Et le troisième, c'est bien sûr l'expertise que vous pouvez mettre dans chacun des appels d'offres, dans les cahiers des clauses techniques et particulières, qui vraiment seront un peu des pré-contrats et qui vous protégeront à l'avenir et pérenniseront vos économies. Donc c'est vraiment ces 3 points qui feront que votre appel d'offres soit réussi. Donc pour finir, en guise de conclusion, on va passer à la partie 3, qui est comment justement pérenniser ces optimisations. Donc vous avez fait un plan d'optimisation grâce à des appels d'offres et grâce à des bonnes pratiques mises en place, une refonte de la carte policy, une intégration de la direction générale dans l'équipe, etc., dans les choix et voilà, parce que l'implication de tous est très importante. Comment on fait pour pérenniser? Donc selon nous, on a vraiment un besoin de mettre en place une vraie organisation, sans que ce soit une usine à gaz, de vraiment mettre en place une organisation de la gestion du parc pour balayer, on va dire, les 5 grands thèmes de la gestion. Donc il y a vraiment le thème de la carte policy, on en parle beaucoup, c'est d'ailleurs souvent un thème de conférence. C'est vraiment qui intervient dans cette construction, comment elle est diffusée, comment elle est mise à jour. Encore une fois, une mauvaise carte policy ou une carte policy qui n'est pas mise à jour peut faire dériver rapidement vos coûts de l'ordre de 10%. Parce que vous gardez un véhicule qui n'a plus lieu d'être et qui est en train d'exploser en termes de TCO, ou au contraire que vous passez à côté d'opportunités marché. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier qui va structurer voilà,
votre dépense flotte automobile dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est toute la gestion de la commande. Alors, c'est une phase qui est très chronophage, puisque beaucoup d'allers-retours sont à faire entre les différents fournisseurs, avec le conducteur, avec tout le circuit de validation. Donc là, on vous parlera ensuite des outils qu'on peut mettre en place, et c'est important de fluidifier cette commande, qui est une tâche très chronophage. On a ensuite toute la vie du contrat, donc encore une fois de la livraison jusqu'à la restitution, et on vous a mis un exemple, hein, quelques tâches un peu clés, mais non exhaustives. On a bien sûr tout ce qui est suivi des entretiens pour s'assurer de votre garantie. On a tout ce qui est gestion des amendes, qui est un point très sensible et qui risque d'évoluer à très court terme au vu des nouvelles lois. On a tout ce qui est contrôle de la facturation, on en parlait, hein, c'est une tâche qui est censée être, qui représentait entre 20 et 40% de votre temps, pour vraiment être certain que sur tous les postes de dépenses, hein, loyer, carburant, restitution, dernière facture, première facture, tous ces points-là sont quand même extrêmement techniques et voire impossibles à vérifier tous les mois. Et là-dessus, on vous parlera d'outils qui vous permettent vraiment d'être certain de ce que vous êtes facturé par rapport au contrat que vous avez négocié. Donc ça, c'est vraiment toutes les tâches liées à la vie du contrat. On a ensuite toute la phase de restitution, encore une fois, quand est-ce qu'elle a lieu, donc c'est vraiment le côté opérationnel, et puis les coûts liés à la restitution qu'on a déjà pas mal évoqué. Et enfin, on vous recommande de mettre en place un reporting à la fois permanent et en même temps avec des instances régulières, 2 instances par an par exemple, pour au niveau RH vraiment être bien d'équerre sur la partie calcul des différentes fiscalités et aussi, on va dire, harmonisation de la carte politique par rapport au marché. La gestion du parc, hein, très clairement, là, on ne parle pas d'une instance pas 2 instances par an, mais bien beaucoup plus régulière, peut-être même mensuelle ou hebdomadaire. Les achats qui ont peut-être besoin d'indicateurs comme le TCO, le PRK, l'indice de performance CO2, et toujours avec cette vision de benchmark, de se dire, voilà, j'ai 95 grammes, est-ce que c'est bien ou pas bien au vu de ma typologie de parc. Et bien sûr, pour la direction financière et la direction générale, d'avoir une vraie analyse du PNL avec un TCO réel et non théorique, et pouvoir piloter ce coût en disant, voilà, quel levier j'active pour optimiser tel ou tel poste de dépense. Donc pour ça, nous, on recommande que ce soit, encore une fois, interne ou externe, de mettre en place une organisation. Chez nous, on l'appelle monitoring, qui s'appuie sur vraiment une expertise et des benchmarks permanents et aussi sur un outil technique de type logiciel. Donc nous, sans faire trop de publicité, je vais vous parler de notre méthodologie. Nous, notre monitoring se décompose en 5 blocs très importants. La cartographie, donc ce qu'on a décrit tout à l'heure avec Charlotte, d'avoir cette cartographie au moins 2 fois par an pour pouvoir se dire voilà où j'en suis de mes usages, de mes coûts, de mes fournisseurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est optimisation régulière. On vous a parlé tout à l'heure de la 60aine de pistes qu'on a pu développer chez Crystal Décision. On en a encore 2 ou 3 par an qui se créent, liées à des opportunités fiscales, liées à des opportunités fournisseurs, liées à des recherches techniques, etc. Donc vraiment pouvoir être assuré d'avoir toujours en place, d'avoir un espèce de scan qui passe sur votre parc, qui dit voilà, cette piste est activable chez vous. Enfin, on a la partie reporting, c'est vraiment avoir un reporting de qualité, neutre et total. Aujourd'hui, beaucoup de fournisseurs proposent un reporting, mais qui malheureusement ne concerne que 30% de votre TCO, soit parce que le fournisseur a une partie de votre parc, par exemple un loueur qui a 30% de votre parc, soit parce qu'il n'a pas en gestion toute la partie carburant, toute la partie fiscalité. Donc vraiment, on s'aperçoit que les outils des loueurs sont globalement très bons, mais incomplets dans leur approche TCO. Ils ne vont pas inclure votre location courte durée que vous prenez à l'extérieur, vos ICA. Donc nous, on part du principe qu'avoir un outil qui permet de concentrer 95% du TCO devrait, pour des parcs de plus de 80 véhicules, être obligatoire. Vraiment pour pouvoir contrôler les dérives et encore une fois savoir si on est bon, pas bon, parce que en flotte automobile, quand vous n'êtes pas bon de 5 ou 10%, vous n'êtes pas bon pour un parc de 100 véhicules, vous n'êtes pas bon de 100 000 euros. Donc 100 000 euros, c'est relativement important dans une entreprise de taille moyenne. Enfin, le support, donc c'est ce qu'on propose, c'est d'être vraiment un support, vous restez libre de votre gestion, mais nos experts
consultants chez Crystal Décision répondent à toutes vos questions toute la semaine, lorsque vous négociez, lorsque vous voulez un avis sur une remise, sur une restitution délicate. Donc c'est vraiment de ne pas se substituer à vous, mais bien d'être un support externe. Et enfin, la partie logicielle de gestion de flotte qui a deux vertus. La première qui est de faire du reporting de qualité avec des données vraies, et ensuite c'est vraiment être un outil opérationnel qui vous permettra de gagner un temps fou, en l'occurrence environ 25 à 30% sur la gestion des commandes, la gestion des restitutions, des réaffectations, sur les écarts de consommation carburant, sur vraiment tout un tas d'items qu'on pourra lister dans le cadre d'un prochain webinaire ou d'un échange par téléphone ou par mail. Mais cet outil, vraiment qui vous assure une donnée de qualité et vous simplifie la gestion, nous semble aujourd'hui indispensable, avec aussi toute sa partie neutralité qui vous permet aussi de contrôler la facturation. Donc voilà, on a tenu le timing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je vois qu'on a eu quelques-unes pendant la présentation. Donc, première question, qui gère le parc automobile chez nos clients du coup? Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est plus, enfin, qui gère le parc automobile aujourd'hui, les gestionnaires de parc, et qui sont en effet nos principaux interlocuteurs dans nos missions. On va avoir, on peut dire à peu près 50% des directeurs financiers qui nous sollicitent pour voilà, avoir une vision plus précise sur ce poste de dépense qui, on l'a évoqué tout au long de ce webinaire, mais qui aujourd'hui pèse lourd dans les entreprises. Et puis après, bien entendu, les directeurs achats qui sont très impliqués dans cette démarche d'optimisation quotidienne. Et après, en effet, gestionnaire de parc et de temps en temps et de plus en plus régulièrement, les directeurs, les DG, directeurs généraux, qui sont intéressés aussi par cette vision. Voilà. On a ensuite une question sur le débat qui est de essence diesel. Donc aujourd'hui, c'est une question que tous nos clients nous posent au vu de l'actualité. Donc nous, on a vraiment plusieurs réponses à cela. La première, c'est une approche purement technique et financière, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, quand on compare un TCO essence et diesel sur des catégories standards, citadine, compact, monospace, berline, aujourd'hui encore, avec toutes les différences de fiscalité, de valeur résiduelle, de prix catalogue, vraiment en prenant en compte tous les postes du TCO qu'on a pu aborder tout à l'heure, on a un écart de l'ordre de 17% entre un véhicule essence et un véhicule diesel, sur un couple standard de type 20 à 30 000 km par an sur une durée de 4 ans. Donc aujourd'hui, vraiment d'un point de vue purement financier, on s'aperçoit que l'écart est quand même très important. Il risque de se réduire. On fait des projections, nous, d'ici 3-4 ans, qui pourraient se réduire plutôt à 7 à 10% d'écart entre diesel et essence. Mais aujourd'hui, compte tenu du prix à la pompe, compte tenu de la récupération de la TVA, compte tenu des meilleures valeurs résiduelles du diesel, compte tenu de tous ces paramètres et d'autres paramètres de fiscalité, on constate que aujourd'hui, malheureusement, il faut mieux rouler en diesel. C'est un sujet qui est très vaste et qu'on pourra encore évoquer ensemble si vous le souhaitez, avec les coordonnées qu'on vous affiche. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter dans les prochains jours si vous avez la moindre question, puisqu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Il nous en restait encore deux, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup pour votre attention. On s'excuse encore pour les problématiques de technique de son. Et on espère que voilà, on a pu répondre à vos questions, en tout du moins été assez clair sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas.